Pour croire en une croissance infinie dans un monde fini, il faut être soit fou, soit économiste. Cette phrase illustre bien à elle-même la folie au cœur du fondement de nos sociétés, de cette croissance exponentielle qui est censée mesurer à la fois le développement économique de nos sociétés, mais qui est également un indicateur, un vecteur de progrès social. Gérard en a parlé, le rapport du Club de Rome fête son 50e anniversaire, et après avoir prédit l'effondrement de nos sociétés avant la fin du XXIe siècle, si nous ne ralentissions pas la croissance économique, force est de constater que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Alors, une croissance exponentielle pose de sérieux problèmes. Je vais en prendre deux principaux. Le premier, c'est la question environnementale. Lorsqu'on observe la croissance du PIB au cours du temps, l'évolution historique du PIB, et qu'on observe également l'évolution de ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire l'impact de nos systèmes économiques sur la biosphère, on constate que ces deux courbes coïncident. En fait, on peut observer ce qu'on appelle un stick de hockey, c'est-à-dire une ligne horizontale qui bouge très peu pendant des siècles, et puis au XXe siècle, une accélération, une courbe verticale, vertigineuse, qui montre cette croissance exponentielle. Si ces deux courbes coïncident, ce n'est pas un hasard. La croissance économique est la force motrice de notre impact sur les écosystèmes, et en premier lieu sur la crise climatique. Alors, sortir de la croissance implique qu'on puisse sortir de la crise climatique. Si l'on prend maintenant la question sociale, il faut d'abord se rappeler que la croissance économique a besoin d'accès à coût bas aux matériaux, à la main-d'œuvre, à l'énergie. Et donc, cette croissance économique s'est faite aussi à travers l'exploitation. Elle s'est faite à travers l'exploitation de la planète, j'en ai parlé, mais elle s'est faite aussi à travers l'exploitation des hommes et des femmes, d'ici ou d'ailleurs. On pourra citer par exemple la reproduction genrée entre le travail productif et le travail reproductif, la colonisation, l'exploitation des travailleurs et des travailleuses du Sud, et j'en passe. Certes, le progrès matériel a permis à toute une partie de l'humanité de sortir de la pauvreté. Mais il est faux de considérer que la croissance économique va nécessairement, mécaniquement, améliorer la qualité de vie. En fait, c'est des indicateurs comme le niveau de santé, le niveau d'éducation, c'est le rôle de l'État-providence, c'est la démocratisation qui ont engendré des gains de croissance, qui ont permis à la croissance économique de se faire, et pas l'inverse. Et donc, à partir de ce constat, il faut considérer évidemment que la redistribution, l'État-providence est à la fois nécessaire pour les questions environnementales et pour les questions sociales. Mais si on regarde l'évolution récente, depuis la stagnation des années 70 et les réformes néolibérales qui en ont suivi, on observe une croissance des inégalités. Cette croissance des inégalités, ou plutôt les gains de croissance économique, ont été accaparés par les plus riches, et a engendré une croissance des inégalités au sein des États et entre les États. Alors, évidemment, les réformes néolibérales qui se basaient sur la théorie du ruissellement n'ont pas abouti, et, faut-il le rappeler, cette prospérité par ruissellement est bien une arnaque. Mais les inégalités jouent aussi un rôle dans la question climatique, puisque les 10% les plus riches sont responsables de plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, tout cela ne nous empêche pas, malheureusement, d'être encore addicts à la croissance. La stratégie actuelle, c'est celle de la croissance verte. La croissance verte repose sur l'idée que la protection de l'environnement va créer de nouveaux gains de croissance. Et d'autre part, que la croissance économique est nécessaire pour protéger l'environnement. Au cœur de cette stratégie, il y a le focus sur l'innovation technologique et sur ce qu'on appelle le découplage entre la croissance économique et notre impact environnemental. Or, il n'est pas prouvé empiriquement que ce découplage soit possible. En fait, il est fort probable que ce soit même le contraire. Et même les scientifiques du GIEC nous le disent,
et je les cite, « Même un découplage absolu, généralisé et rapide ne permettra pas d'atteindre les objectifs de Paris sans une forme de décroissance économique. » Cette stratégie de la croissance verte, c'est pourtant celle qui est aussi au cœur du Green Deal européen. Ce pacte vert pour l'Europe qui est aussi considéré, dans les mots utilisés par la Commission européenne, comme la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne. Alors, défendre une société post-croissance, c'est choisir un horizon qui ne prend plus la recherche de la croissance économique comme objectif à tout prix, mais qui lui substitue la recherche du bien-être dans le respect des limites planétaires. La bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles existent déjà. Nous avons déjà toute une pléthore d'indicateurs et de modèles qui cherchent à intégrer la question de la qualité de vie, de la résilience et de la soutenabilité à long terme. Vous le connaissez, le modèle du donut en est sans doute celui qui est le plus connu aujourd'hui et qui intègre d'une part la question des limites planétaires en définissant un plafond environnemental qu'il ne faut pas dépasser et d'autre part un plancher social qui reprend les fondements nécessaires à la fois pour nous permettre individuellement de mener une vie conforme à la dignité et d'assurer également la cohésion sociale. Et dans l'interstice entre ce plafond environnemental et ce plancher social, c'est le système soutenable dans lequel nous pouvons évoluer. Lorsqu'on reprend l'image de la croissance exponentielle que vous aviez vue au début, avec le donut, on arrive en fait à un certain maximum, qui est le reflet de cette limite haute de l'environnement et de cette limite basse du niveau social. Si le gâteau ne peut plus croître, il faut le partager davantage. Il s'agit donc de protéger sans croître. Et là aussi, les réformes, elles sont connues, je vais en citer quelques-unes, certaines font peut-être encore débat. La première, c'est l'idée d'un Green New Deal. J'insiste sur le New, puisque le Green Deal actuel, non seulement a des angles morts, on peut parler de la question du commerce, de la question de l'agriculture, mais il n'intègre pas à la fois les objectifs environnementaux et les objectifs socio-économiques dans une stratégie post-croissante. Il nous faut donc un plan global qui puisse intégrer ces différents éléments ensemble. Du côté de l'emploi aussi, nous avons des solutions du style garantie publique d'emploi, partage du temps de travail, et j'insiste sur le fait qu'une réduction du temps de travail doit être collective, pas individuelle. La hausse des salaires, l'introduction, on en parle peu, mais d'un salaire maximum. Certains proposent un rapport de 1 à 20 au sein d'une entreprise, d'autres de 1 à 8. La question des inégalités est au cœur aussi de ces propositions-là. La démocratisation de l'entreprise. L'introduction, par exemple, d'un conseil des travailleurs avec un pouvoir égal au conseil des actionnaires. La question de la valorisation financière, le partage et la reconnaissance sociale du travail du CARE. Le développement des communs, l'élargissement de la sphère de la gratuité, le développement de services de base universels, avec l'accès à une quotité, par exemple, en matière d'énergie, l'accès plus facile au logement, l'accès évidemment aux soins de santé, à l'éducation, au transport, aux communications. Il y a la question d'un revenu de base universel qui fait débat, on en a parlé hier pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous y étiez. Si ce n'est pas celui-là, ce sera évidemment l'augmentation des minima sociaux, l'individualisation des droits, l'automatisation des droits. Mais il faut trouver des moyens de garantir aussi une autonomie qui permette de sortir de la sphère productive et de développer des activités autonomes. Il y a encore 2 points que je voudrais mentionner parce qu'ils sont particulièrement importants. La question de la fiscalité juste. Elle est essentielle non seulement pour financer la transition écologique, mais aussi pour l'objectif de réduction des inégalités que vous connaissez. C'est taxation progressive de la richesse, taxation du patrimoine, taxe sur les transactions financières, sur les profits des multinationales, c'est mettre fin à la concurrence fiscale et sociale. Enfin, il y a évidemment la question de la finance qui doit être mise au service des peuples et de la planète, et pour cela, elle doit être drastiquement régulée, encadrée, contrainte. Il faut ajouter un mot sur le fait que la responsabilité historique de l'impact environnemental notre responsabilité historique implique une politique de décroissance économique qui s'applique d'abord et avant tout aux pays de l'OCDE.
Certaines mesures qui visent à réduire les inégalités nord-sud peuvent, comme l'effacement de la dette des pays du Sud, être notamment une forme de compensation pour notre dette écologique. Et je vais finir avec le dernier slide. Vous connaissez sans doute cette image. Il y a 2 ans, la crise Covid a aussi suscité l'espoir d'un changement, malgré tout, d'un changement économique, social, culturel. Mais le monde d'après semble déjà loin. Or, la décroissance de notre économie n'est pas seulement un objectif. Elle est, et elle sera certainement une réalité. Il nous incombe donc de la choisir, de l'investir démocratiquement plutôt que de la subir violemment. Les solutions pour une société post-croissante existent, à nous de les faire advenir. Je vous remercie.